je suis pas là pour culpabiliser les uns et les autres, mais on peut mieux faire. Moi, je distinguerais deux sujets dans ce qui vient d'être dit, et je rejoins à peu près vraiment ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a un premier sujet, effectivement, sur la grande cause nationale de la santé mentale, que je ne corrélerais pas qu'uniquement au suicide, évidemment. Absolument, et vous avez raison de le rappeler. Mais parce que ça peut être positif aussi. Mais bien sûr, mais en fait, on a aujourd'hui un paradoxe qui est qu'effectivement, la santé mentale des jeunes, et même des moins jeunes depuis la crise sanitaire et les confinements, s'est dégradée. Et pour autant, l'offre de soins psychiatriques ne fait que régresser dans notre pays depuis les années 70. En 1970, on avait 120 000 lits en psy. Aujourd'hui, on en a moins de 50 000. Donc, il y a un problème là-dessus. Le deuxième sujet que je vois aussi, par rapport peut-être plus directement au suicide, et en tout cas pour faire le lien avec l'affaire que vous évoquiez, c'est le mal-être au travail. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Par exemple, je prends une profession qui est tout à fait illustratrice de cela, ce sont les agriculteurs. On voit qu'il y a plusieurs agriculteurs qui se suicident. Oui, des chefs d'entreprise ou des travailleurs. Pas de perspective. Des années. Parce que justement, ils n'ont pas de perspective économique, ils sont écroués de charges, ils voient les factures s'empiler, les factures énergétiques. Et le sens de leur vie s'effondrer. Et le sens de leur vie s'effondre, effectivement. De la même manière, les policiers, vous avez aussi un mal-être dans la fonction de la police. De la même façon, sur d'autres fonctions, dans la fonction publique, vous avez des mal-être. Donc il y a par exemple une question peut-être qui est liée au suicide, c'est justement de revaloriser ces métiers, de permettre à ces gens-là de pouvoir bien travailler, de pouvoir avoir une vie, de pouvoir s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le travail ne rémunère plus, et donc de fait, vous avez des gens qui n'ont plus de perspective et qui effectivement le suicide revenir, Thierry, il faudrait peut-être revenir quand même à ce qui s'est passé. Pour répondre à votre question avec l'illustration de la SNCF. La société qui se plaint. Moi, c'est ça la question que je pose. On est aujourd'hui dans une société d'irresponsabilité généralisée et de plainte, effectivement. Prendre un exemple, c'est l'exemple de la SNCF, plus globalement. Je ne veux pas rentrer sur le cas du cheminot, etc. Je ne connais pas. Oui. Mais ce qu'on sait, c'est que la politique de ressources humaines de la SNCF est catastrophique. Et le dialogue social au sein de la SNCF est catastrophique. Depuis 1947, il y a une grève par an à la SNCF. On a aujourd'hui des gens à la SNCF, des syndicats notamment, qui ont pris en otage une entreprise, qui lui impose un fardeau économique démesuré, délirant, avec des avantages sociaux pour les cheminots en termes d'avantages, donc le régime spécial des retraites, un régime spécial d'assurance maladie. Ils ont même le droit à des frais, enfin des remboursements de frais de transport, etc. Donc ils imposent des charges qui sont démentielles sur la SNCF. Sur la société de la SNCF, qui explique 30% selon les chiffres de la direction de la SNCF, 30% de perte de compétitivité de la SNCF. Et pourtant, tous les ans, ils se plaignent en prenant en otage chaque année les Français avec des grèves. Faire attention avec le mot otage. Depuis 1947, en tout cas, c'est le cas. Et donc vous vous retrouvez aujourd'hui avec des grèves qui coûtent très cher aujourd'hui aux contribuables français. Un jour de grève de la SNCF, c'est 20 millions d'euros pour le contribuable, et des gens qui malheureusement, malgré tout, se plaignent encore, alors que les revenus, notamment au sein de la SNCF, sont plus importants. Non, mais on n'est pas obligé de niveler par le bas. On n'est pas obligé. Philippe Brouillaki. Moi, j'ai été machiniste. L'état des lieux aujourd'hui, c'est une catastrophe, on est presque en faillite. Oui, non, il y a plusieurs points déjà, je pense. Déjà, il faut poser la question du diagnostic de notre société. La société est gangrénée par l'ultra-violence. Il y a de plus en plus de gens violents, et donc il y a de plus en plus de gens en prison. Les chiffres de population carcérale ont augmenté de 60% sur les 20 dernières années, lorsque la population française a augmenté de moins de 20%. Donc ça veut dire que le nombre de prisonniers... Et on atteint une surpopulation carcérale à 130%. Le nombre de prisonniers par habitant a été multiplié par 3 dans notre pays en moins de 20 ans. Donc ça veut dire que la société est beaucoup plus violente. Donc déjà, tous ceux qui nous expliquent que ce n'est pas le cas, on peut déjà se dire que leurs idées, on peut les mettre de côté. Ensuite, après, le point qui est important sur Gérald Darmanin, c'est qu'aujourd'hui, il hérite d'une situation qui n'est pas bonne, qui n'est honnêtement pas bonne. Sur les moyens de la justice, ça a été rappelé. La France dépense 2 fois moins sur la justice que les autres pays européens, notamment l'Allemagne ou les Pays-Bas notamment. Mais ce n'est pas que ça. Et au sein de la justice, donc une justice qui est clochardisée en termes de moyens, vous avez une administration qui est particulièrement dépourvue de moyens, c'est l'administration pénitentiaire. Et l'administration pénitentiaire, effectivement, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Un, il manque des places de prison. Emmanuel Macron nous avait promis 15 000 places de prison. On en a vu à peine 5 000 jusqu'à présent depuis 2017. Le plan prison ne devrait pas être finalement mené à son terme avant 2029, alors que c'était prévu pour 2025. Exactement. Et pourquoi cela? Parce que d'une part, on a désarmé l'État régalien au profit de l'État nounou et de l'État social. C'est-à-dire qu'on a privilégié depuis des années d'investir de dépenser sur des dépenses sociales
social plutôt que d'investir sur les services de l'État régalien, les services de police, de justice, etc. Ce qui explique notre décrochage. Enfin, nous, on avait augmenté les moyens, quand même. Il y a un rattrapage et de la police, et de la défense, et de la justice. Il y a un rattrapage depuis 2017, mais c'est insuffisant. Ensuite, après, l'autre problème qu'il y a, et c'est là où je pose la question à monsieur le maire, c'est que sur la question des places de prison, beaucoup d'élus municipaux et d'élus locaux ne veulent pas de places de prison, ne veulent pas de construction de places de prison, ne veulent pas délivrer les permis de construire de places de prison parce que, et d'ailleurs les citoyens aussi, on peut le comprendre. Oui, vous avez raison, une maison d'arrêt Laffitte pour cher Jacques Mir. Non mais voilà, les gens ne voulaient pas, les gens ne veulent pas veulent plus de prison au niveau national, mais veulent plus. Une force de sécurité et spéciale française au GIGN. Mais effectivement, ça démontre le savoir-faire de nos services justement français. On a véritablement développé une expertise. Et moi, je pense, et nous pensons au sein de notre think tank, que quand on a des expertises comme ça qui sont tellement importantes, qui sont tellement valorisables, il faut justement en faire profiter d'ailleurs aussi aux autres pays, montrer qu'on est capable d'exporter. Le GIGN était un conseil de l'Arabie Saoudite. Effectivement, fait cela pour beaucoup de pays. Et Philippe ? Votre coup de cœur à vous, on va filer de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Oui, alors c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule sur justement, c'est sur plutôt les réactions qu'on a eues, mais qu'on en a l'habitude d'une certaine partie des analystes, de la presse dans notre pays, en France, sur la décision sur les propos de Donald Trump à propos du canal de Panama. Et qu'est-ce qu'il a dit, Donald Trump ? Rappelle-nous les faits, rapidement, rappel des faits. Donald Trump a annoncé que si le Panama ne respectait pas l'accord de délégation du canal de Panama vis-à-vis des États-Unis, il serait bienvenu pour les États-Unis de reprendre le contrôle du canal de Panama parce qu'il considère aujourd'hui que le Panama joue pour la Chine plutôt que pour les intérêts des Américains. Et donc, lorsque vous avez le Panama de l'Amérique centrale, effectivement, et qui a la main sur son territoire, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Et ce qui n'a pas toujours été le cas puisque le canal a été rétrocédé dans les années 80 par les États-Unis qui ont géré au Panama, puisque c'est les États-Unis qui ont construit ce canal. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons une partie de la presse de notre pays qui s'insurge, qui hurle, qui même. Vous êtes d'accord avec Trump qui pourrait dire je suis pas d'accord, j'essaye d'expliquer. Nous, on essaye d'expliquer dans notre think tank. On a travaillé sur le monde vu par Donald Trump pour l'année 2025. Et ce que l'on dit, nous, juste, c'est qu'il faut comprendre ce qu'il fait. Et c'est pas une décision stupide, c'est pas une décision irrationnelle, c'est une décision qui s'inscrit dans un continuum géostratégique de lutte contre la puissance chinoise, notamment à travers ce qu'on appelle la guerre commerciale et notamment la sécurisation des routes commerciales. Mais votre coup de gueule au fond, c'est de dire la presse française n'y comprend rien ou elle est partisane. Et hurle et ne veut pas justement traiter et analyser dans les faits le sujet justement de la politique étrangère américaine. Et Donald Trump est un personnage qu'on soit d'accord ou pas avec sa politique étrangère qui sera clé pour les 4 prochaines années. Il faut bien comprendre Donald Trump pour comprendre aujourd'hui l'avenir des relations internationales, me semble-t-il. Alors, je ne suis pas un très bon animateur.